Il est 17 heures, nous allons commencer ce premier rendez-vous de l'innovation sur le thème du design thinking, action concrète. Je me présente, Hélène Saint-Aubert, responsable innovation à la Mutualité française Bourgogne-Franche-Comté, et je vais avoir le plaisir d'échanger ce soir avec Jean-Baptiste Lusignan, responsable prévention santé au CRIPS Île-de-France. Est-ce que vous êtes bien avec nous, Jean-Baptiste? Oui, bonjour à tous et à toutes. Merci pour cette invitation. Donc, ce rendez-vous est organisé par la Mutualité française Bourgogne-Franche-Comté, qui s'engage sur la réduction des risques et l'amélioration de la qualité de vie chacun, et qui représente 140 mutuelles en région Bourgogne-Franche-Comté. Notre cœur de métier, et c'est ce qui nous rapproche aussi du CRIPS Île-de-France qui va intervenir ce soir, c'est des actions en prévention de santé pour accompagner les personnes, notamment chez nous, à tous les âges de la vie. Alors, notre union régionale, elle a choisi de travailler dans ses futurs projets en intégrant la méthode du design thinking. Et donc, en recherchant des retours d'expérience, finalement, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup d'exemples dans le champ du sanitaire, du social, du médico-social ou même de la prévention. C'était pas évident de trouver finalement d'autres structures qui avançaient selon cette méthodologie. Et donc, après quelques recherches, j'ai croisé le chemin de Jean-Baptiste, qui est quelqu'un qui est passionné par son métier et les approches telles que celles du design thinking. Donc, j'espère que vous prendrez autant de plaisir que moi à l'écouter ce soir, puisque les préparatifs ont été très riches en échanges. Et donc, l'objectif pour nous ce soir, et c'est l'objectif qu'on souhaite partager avec vous, c'est finalement de pouvoir se projeter dans une expérience de design thinking qui maintenant pour le CRIPS Île-de-France est une expérience de 3 ans. Donc ça va nous permettre un petit peu d'identifier quelle a été leur démarche, pourquoi ils se sont lancés dedans, comment ça s'est traduit concrètement, quels sont les freins qu'ils ont rencontrés. Est-ce que nous-mêmes, on pourra lever ces freins et puis bien sûr les leviers qu'on peut activer. Donc voici pour le programme que nous vous proposons ce soir. Et peut-être que tout simplement, avant de céder la parole à Jean-Baptiste pour qu'il puisse se présenter le CRIPS Île-de-France, on vous propose justement de vous passer une petite vidéo de présentation. Ça vous va, Jean-Baptiste, si on le fait dans ce Oui, sens-là? c'est ce qu'on avait prévu, ouais, parfait. Eh ben, c'est parfait. Donc, je vous partage la vidéo. Vidéo de 2 minutes et on se retrouve après. Le CRIPS est l'organisme associé de la région Île-de-France qui œuvre pour la santé des jeunes et lutte contre le VIH depuis 1989. En 30 ans, le CRIPS est devenu un acteur majeur de la prévention et de la promotion de la santé sur le territoire francilien. Le CRIPS est l'initiateur et le pilote de programmes reconnus en éducation à la sexualité, prévention des consommations de drogue, hygiène de vie, santé mentale et plus généralement, lutte contre les discriminations. Nous adoptons une approche positive et bienveillante de la prévention avec une démarche globale d'éducation des jeunes et des publics spécifiques vis-à-vis de leur santé, mais aussi de sensibilisation de leur entourage, parents comme professionnels. Notre équipe, pluriprofessionnelle, travaille avec de nombreux partenaires, associations, structures de santé, agences de l'État, collectivités, à l'élaboration de stratégies territoriales de santé. Sur le terrain, le CRIPS touche chaque année près de 100 000 adolescents et jeunes adultes et plusieurs milliers de personnes en situation de vulnérabilité à travers 3300 actions. Nous formons et accompagnons près de 1000 professionnels grâce à un catalogue d'une quarantaine de formations certifiées. Depuis 2017, nous tenons un rôle central dans le plan Île-de-France sans sida qui vise à développer la prévention, le dépistage et la lutte contre la sérophobie sur tout le territoire. Depuis 2018, nous sommes l'opérateur principal du service sanitaire des étudiants en santé en Île-de-France afin de former les futurs médecins, infirmiers et pharmaciens aux enjeux de la prévention. En rendant les jeunes acteurs de leur santé, le CRIPS donne à chacun et chacune l'autonomie et les moyens de prendre en main sa santé et celle de tous. Parce que prendre soin de soi, c'est prendre soin des autres. Et voilà pour la vidéo.
On est Donc, Jean-Baptiste, voilà, je vous laisse vous OK. présenter et puis compléter éventuellement les éléments qui ont été présentés dans le cadre de cette vidéo. Tout à fait. Ben, merci en tout cas pour cette invitation. Et puis l'idée c'est de dérouler tranquillement. Pour le cadre du coup, effectivement, on a une petite heure ensemble, un tout petit peu moins. L'idée c'est que vous puissiez aussi ne pas hésiter à prendre la parole. Donc je vais aller assez vite au début sur tout ce qui est présentation et grands concepts. Et l'idée c'est aussi de pouvoir favoriser l'échange et de répondre à vos questions si vous en avez, notamment sur comment vous pourriez l'adapter à votre contexte, des choses comme ça, donc favorisant l'échange. L'idée, c'est que, en tout cas, ce qu'on a préparé avec Hélène, c'est que je puisse vous expliquer un peu. Nous, c'est une démarche qu'on a initiée il y a à peu près 3 ans. Donc, que je vous raconte un peu l'histoire de ça très rapidement, que je vous dise un peu ce qu'on en a retiré et pourquoi on considère pas que c'est une perte de temps. Il y a des freins notamment, mais les leviers qu'on a vus, et puis que je vous donne 2-3 exemples très concrets pour que vous puissiez avoir une dimension plus réelle de ce que c'est. Donc, Hélène, je le fais ou je vous laisse passer les images de la présentation? Je peux le faire, il n'y a pas de problème. Voilà. N'hésitez pas à me Donc, relancer, ça ne devait pas assez vite. voilà, donc la première image, ça permet juste de reprendre très rapidement, mais comme il y a eu la vidéo, c'est l'avantage, la présentation du CRIPS Île-de-France, donc notre association qui existe depuis 30 ans, qui est une association de promotion de la santé avec 2 publics principaux, les professionnels d'un côté et les jeunes et publics à besoins spécifiques de santé de l'autre, sur 4 grandes thématiques qui sont la sexualité, les drogues, l'hygiène de vie, donc la partie santé physique, on va dire, et santé mentale, et une thématique transversale des discriminations, avec un soutien principal qui est la région Île-de-France et d'autres soutiens, notamment l'ARS, l'Agence régionale de santé, l'Éducation nationale qui est un partenaire majeur et d'autres partenaires publics et privés. Voilà, vous pouvez passer. Comme ça nous permet d'aller assez vite sur la présentation. Je vous ai mis juste ici une répartition de nos actions pour que vous puissiez voir effectivement qu'on intervient beaucoup sur le terrain, et ça vous donne aussi un peu le contexte de nos actions. Moi, je suis responsable de cette équipe qui s'appelle SJPB, donc Santé Jeunesse et Public Prioritaire, et ça vous donne une idée de la répartition des actions sur tout le territoire d'Île-de-France, puisqu'on agit dans la région Île-de-France, avec beaucoup d'actions chaque année qui sont principalement des actions en lycée ou auprès des apprentis, mais aussi hors milieu scolaire, sur des animations de groupe de 2 heures. Donc ça, c'est un peu la base de ce qu'on fait depuis très longtemps. Ça fait plus de 25 ans qu'on fait ça sur 30 ans d'existence de l'association, sur les thématiques de manière successive. Et du coup, voilà, vous pouvez passer la diapo d'après, et ça va me permettre de vous raconter une petite histoire, comme je l'ai écrit là. La petite histoire, c'est mon histoire à moi. Si vous regardez la photo en haut à gauche ou en haut à droite de cette présentation, c'est il y a une dizaine d'années, j'étais animateur prévention, donc j'étais pas encore responsable de cette équipe, je faisais partie de cette équipe, c'est comme ça que je suis arrivé au CRIPS. Puis après, je me suis occupé de développer certains projets, puis je suis devenu formateur d'abord, puis responsable de cette équipe. Et comme on a tous, je pense, j'avais une assez bonne opinion de ce qu'on fait en tant qu'association, mais aussi de mon travail. On se disait tous, et moi c'est le cas aussi, je me disais, je suis relativement créatif, mon équipe est créative, on fait émerger des nouveaux projets qui répondent aux besoins des jeunes, donc aux besoins de nos publics. On a une expérience derrière nous, donc en termes d'innovation et de réponse aux besoins de santé, on est plutôt bon. Sauf que à ce moment-là, j'ai commencé à rencontrer, et c'est un peu la photo au milieu, des acteurs de l'innovation sociale, avec qui organisent des formats comme des hackathons, des entreprises de l'économie sociale et solidaire. On est allé voir un peu ce qui se passait, des suivis d'étudiants, etc. Et on a découvert un peu ce pan de questionnement. Donc, on va rentrer assez vite dans le champ de ce qu'est la thématique aujourd'hui, c'est-à-dire le design thinking et globalement tout ce qui est l'innovation sociale, d'où ça vient. Et pour exemple, en fait, un exemple qu'on m'a donné à l'époque, c'est une image assez connue. Peut-être que certains d'entre vous la connaissent, mais c'est
C'est cette image quand on questionne nos actions, ce qu'on fait, pourquoi on le fait. C'est cette image du village qui a un pont, une rivière et un pont à côté. Et un jour, le pont s'écroule. Et les villageois accourent et se disent vite, il faut reconstruire le pont parce que ce qu'on fait c'est bien, on a besoin de ce pont. En innovation sociale, on va chercher à questionner ça et on va se questionner, on va dire ok, mais pourquoi reconstruire le pont? À quoi ça nous sert le pont? Le pont il nous sert à traverser la rivière. Donc en fait la question derrière ça c'est comment on traverse la rivière. C'est ça qui est important. Mais en fait il faut continuer à se poser la question et c'est ça que nous on faisait peut-être pas assez. On allait peut-être à cette deuxième étape, mais on allait peut-être pas à la troisième. C'est pourquoi on traverse la rivière. Pourquoi est-ce qu'on va à tout prix aller chercher? Alors, je sais pas, pour filer l'exemple, peut-être qu'il y a des ressources importantes de l'autre côté de la rivière, un partenaire commercial majeur, l'approvisionnement en nourriture, une source d'emploi, enfin, j'en sais rien. Et est-ce que finalement, on pourrait pas le trouver de notre côté de la rivière ou ailleurs? Ou est-ce qu'on pourrait pas faire autrement? Donc, allez-y, Hélène, vous pouvez passer à la diapo d'après. Et c'est un peu là où on a commencé à regarder ce qu'on faisait. Et je vous ai mis donc l'affiche à droite, qui est l'affiche d'un concours qu'on organisait depuis plusieurs années. Donc ça, c'était en 2016-2017. Donc ça faisait depuis 2013, 2012, 2013 qu'on avait ce projet qui s'appelle Prévention par les pairs. Et puis on avait aussi, on accueillait des bénévoles au sein de notre association. Alors très peu, le CRIPS, on n'est pas une association qui repose sur du travail bénévole. Et attention, la limite à ce que je vais dire là, il y a des associations qui fonctionnent très bien avec du bénévolat et le bénévolat est une bonne chose. Mais on s'est questionné, on s'est dit voilà, nous ce qu'on cherche à faire, c'est agir en promotion de la santé au service des jeunes pour être au plus près de leurs besoins. Et là, ce qu'on fait, notamment avec Prévention par les pairs, c'est qu'on est allé assez loin dans la démarche. On a créé un concours en leur disant, c'est toi en fait, un jeune, enfin un groupe de jeunes, c'est vous qui allez créer des projets pour les jeunes. Sauf que, et c'est là où l'exemple est un peu le même avec le bénévolat, sauf que c'est nous qui créions le concours. La plupart du temps, c'est les infirmières scolaires qui inscrivaient les groupes dans les lycées, et après, c'est les jeunes qui créaient selon des formations qu'on leur donnait. Donc, on était plutôt pas mal, mais quand on se pose la question, on se dit, mais finalement, est-ce qu'on est allé au bout de la démarche? La réponse, vous la connaissez, elle est sous-tendue dans ce que je viens de dire. Évidemment, non, on n'allait pas au bout de la démarche. Et donc, c'est l'autre image que je vous ai mis, qui est une image qui vient pas de moi, qui est en anglais. Je vais la traduire rapidement pour que tout le monde la comprenne au cas où. Mais donc, on a le premier ingénieur, donc on a 3 ingénieurs autour d'ordinateurs et d'un bureau. Et le premier qui dit si on était notre cible, sous-entendu cible commerciale, qui serait une adolescente, une jeune fille adolescente. Est-ce qu'on aimerait notre nouveau produit? Le deuxième, qui est à sa gauche, mais à droite par rapport à lui sur l'image, lui dit est-ce que tu as parlé à des adolescentes pour en être sûr? Et le troisième réagit et lui dit quoi? Il faudrait qu'on quitte cette pièce. Voilà, c'est une petite image marrante, mais c'est pour dire que finalement, nous, on s'est un petit peu reconnu aussi dans ces images, c'est que parfois, on pensait à la place des jeunes sans les re-questionner, comme on les rencontre souvent, comme on les voit souvent. Et ça, moi, je vous dis les jeunes parce que c'est notre public principal, mais vous pouvez penser à n'importe quel public. Souvent, on a tendance à connaître ces publics plutôt bien, et on fait des choses qui sont plutôt bonnes, parce que on a l'habitude, on sait un peu ce qu'ils pensent, mais on oublie de les re-questionner. Et on se dit, oulala, re-questionner, ça va prendre du temps, ça va être lourd, ça va être dur. Et c'est là qu'intervient le design thinking. Alors, Hélène, allez-y, passez l'image d'après. Pardon. Si je comprends bien, quelque part, Jean-Baptiste, c'est de se dire, bon, avoir une démarche empathique et se mettre à la place d'eux, ça suffit pas, mais finalement, avoir une vraie démarche de co-construction par les pairs, et ça répond encore plus aux besoins réels, finalement, ou en tout cas, c'est vraiment l'état d'esprit, et on va voir que le design thinking peut tout à fait incarner cette approche. C'est ça. En n'oubliant pas qu'avoir une démarche empathique, c'est déjà un très très bon début et c'est une très bonne chose puisque c'est la base. Si on n'a pas ça, on va jamais pouvoir appliquer les principes du design thinking. Donc, c'est un très bon point de départ. Là, je vous ai mis, c'est juste une petite transition et puis on va s'arrêter un peu plus sur la diapo d'après, mais je vous ai mis les objectifs
qu'est-ce qu'on a créé nous quand on a souhaité remettre, donc il y a à peu près 3 ans, quand on a souhaité remettre les jeunes au cœur de nos projets un peu plus. Et voilà un peu les objectifs qu'on cherche à accomplir maintenant. Donc en partant du postulat que ce sont les jeunes qui sont acteurs de leur propre santé et que ce sont des porteurs de projets, vont développer leur CPS. Alors CPS, c'est compétences psychosociales. Moi, je préfère le mot de compétences de vie, mais voilà, c'est la même chose. C'est justement savoir être empathique, savoir communiquer efficacement avec les autres, savoir dire oui, savoir dire non, résister à la pression, savoir négocier. Enfin voilà, c'est tout un tas de compétences comme ça qui se développent. Et donc avec ces deux postulats de départ, que les porteurs de projets développent ces compétences-là et que les jeunes sont acteurs de leur santé, donc les jeunes peuvent être porteurs de projets, donc développer leurs compétences et améliorer leur santé. On a créé ces 3 objectifs auxquels on tente de répondre. Donc, nous, en tant qu'association, on va essayer de créer des espaces de rencontre et d'échange favorables à leur prise de parole. On va les informer, au lieu de les informer sur les thématiques et sur le contenu, on va les informer sur les formes d'engagement en santé et les enjeux pour qu'ils aient envie de s'engager en santé. Et on va les accompagner, puisque du coup, c'est notre rôle central après, et les orienter dans le montage de projets. Et on va surtout appuyer ceux qui sont sur des projets pionniers, c'est-à-dire ceux qui ont des idées, mais nous, on sait, parce que notre expérience est là, et c'est là où on va pouvoir les étayer, que ça, c'est déjà fait, ou que ça a déjà été testé et que ça marche pas. On va leur dire, et on va dire, écoute, de notre point de vue, il vaudrait mieux que tu te concentres sur ça plutôt que sur ça. Après, c'est eux qui sont maîtres d'œuvre de leur projet. Ils sont maîtres à bord, exactement, Hélène. Alors justement, allez-y. Vous avez parlé plusieurs fois du design thinking, c'est le cœur du sujet ce soir. Pour vous, c'est quoi le design thinking finalement? Et est-ce qu'on est plutôt sur une méthode ou un état d'esprit? Eh bien, merci Hélène, c'est la diapo juste après. Alors, c'est une méthode. C'est une méthode très concrète, mais qu'on peut traduire et on peut dire que finalement, au bout d'un moment, on peut se détacher un peu de la méthode, comme toutes les méthodes, une fois qu'on commence à la maîtriser, et en faire un vrai état d'esprit. Et donc, pareil, pour que vous puissiez comprendre la méthode, et puis je vais vous l'expliquer et vous expliquer ce que c'est que ce petit diagramme qui s'affiche à votre écran. Je vais vous prendre l'exemple. Alors, je suis pas tout à fait sûr que ça soit l'équipe de designers qui ait créé ça, mais je crois, ou en tout cas, on n'est pas loin. C'est un exemple qui s'appelle le Deep Dive. C'est un reportage qui a été fait, qui a été fait à la fin des années 90. J'ai donné le lien à Hélène, et si vous voulez, il y a une vidéo sur YouTube. C'est un reportage un petit peu long. Je crois que ça dure une heure ou quelque chose comme ça en anglais, de la chaîne ABC. Donc c'est une chaîne américaine. Et juste, je vous raconte très rapidement l'histoire du deep dive. Le deep dive, c'est, on a donné à une équipe de designers, puisqu'en fait c'est vraiment du design, c'est des designers, des gens qui pensent comment on va faire un produit pour qu'il soit adapté aux utilisateurs. En gros, c'est ça l'idée. Le cœur un peu de la méthode, c'est le prototypage. Donc vous allez voir un peu ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'il y a une chaîne de télévision, donc ABC, qui a dit à ses designers, créez une équipe, constituez une équipe, pas forcément d'experts dans le domaine, et on va vous donner un challenge et vous avez 5 jours pour l'accomplir. Et le challenge, c'était en 98 ou 99, si mes souvenirs sont bons, que ce challenge a été donné, c'était créer le chariot de supermarché du futur. Donc de l'an 2000, en gros. Et en 5 jours, donc ils s'y sont mis, ils ont fait plusieurs équipes et ils ont passé toutes les phases du design thinking, ils ont appliqué la méthode, et donc ça me permet avec cet exemple de vous l'expliquer, c'est-à-dire ils ont passé l'étape d'empathie, c'est-à-dire essayer de se mettre à la place et comprendre les ressentis, du coup, qui utilise les chariots de supermarché, des utilisateurs de supermarché. D'où le nom aussi du reportage Deep Dive, c'est-à-dire que c'est plongé au cœur des designers, mais aussi ça fait partie de la méthode, c'est-à-dire qu'il faut s'immerger, il faut aller voir sur le terrain comment ça se passe et comment les gens ressentent. Donc, ils sont allés questionner les gens, regarder comment les gens utilisaient les chariots dans les allées du supermarché, etc., etc. Ils définissent le challenge, un peu ce qu'il y a à faire, ce qui permet cette étape de créativité. Donc, vous êtes dans le troisième hexagone, vous arrivez dans l'hexagone orange, ideate, donc c'est être créatif et créer des idées, des prototypes, etc.
Vous voyez qu'il y a la phase de prototype et la phase de test. Et donc, ils ont testé leur prototype, ils en ont testé plusieurs, ils sont retournés dans les allées supermarchés, ils ont demandé à des clients d'essayer, etc. Et puis, ils ont remis leur ouvrage sur le métier. Et moi, la question que je pose en général, alors je vais vous la poser à vous, Hélène. Je ne sais pas si vous avez vu le reportage. Vous l'avez vu ou pas? Non, je n'ai pas Non, vu. alors vous l'avez pas vu. Alors d'après vous, qu'est-ce qu'ils ont inventé en 5 jours? Je le rappelle, hein, en 5 jours, qui n'existait pas sur les chariots de supermarché en 99 et qui existe aujourd'hui. Et ils l'ont créé bien avant que ça soit généralisé. Mhm. D'après vous, est-ce qu'il y a des gens, je vois des gens dans le chat qui ont peut-être une idée. Ah, là, les gens disent beaucoup les sièges enfants. Les jetons. Moi, j'aurais dit les jetons aussi, comme Sandy, mais oui, les sièges enfants, c'est pas bête. Alors, bonne idée, mais alors moi j'ai 37 ans et les sièges enfants existaient quand j'étais enfant, donc ils existent au moins depuis les années 80. Alors, on dit pour ranger les bouteilles d'eau, ranger son portable. Ah, il y a de l'idée. Alors, c'est pas tout à fait le... Pardon? La bonne hauteur de main, on nous dit. Non, alors c'est pas tout à fait le rangement des bouteilles d'eau, mais il y a un peu de l'idée. Le portable, non, parce que je crois qu'en 99-2000, c'était pas encore généralisé. Ah, j'ai vu la bonne réponse arriver par Agnès, la scanette et les scans. Il y a Elliot, c'est ça? Et exactement. Les douchettes, vous savez, qu'on prend à l'entrée des supermarchés maintenant, et ben c'est eux qui l'ont inventé en 99, des années avant que ça apparaisse pour le coup vraiment dans les supermarchés. Et c'est eux. Et si vous voyez le reportage, vous verrez à quel point c'est fou de voir qu'ils inventent ça en quelques jours. Donc la scanette, c'est ça, parce que ça répondait à un besoin de circulation des chariots, etc. Et quand je disais les rangements, vous n'êtes pas loin, ils ont créé, vous savez, ces chariots modulaires qui sont en fait un panier qui s'accroche et qui se décroche et qui se trimballe un peu comme un chariot, donc des nouveaux chariots un peu différents. Ils ont créé ces deux choses-là en créant plusieurs équipes. Donc c'est pour montrer à quel point cette méthode, si elle est appliquée à la lettre, peut être forte. Alors c'est pas du tout notre champ et c'est pas grave. L'idée c'est juste de s'inspirer de cette expérience, mais c'est pour montrer en quoi ça peut faire prendre de l'avance, alors qu'on a l'impression qu'on perd du temps à faire ces phases d'empathie, c'est-à-dire de découverte, de plongée sur le terrain, de comprendre ce qui se passe, en plus par des personnes qui sont pas expertes. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que ces personnes qui sont expertes du design, qui sont expertes en sciences, en ingénierie créative, etc., mais qui sont pas expertes du secteur marchand et du supermarché. C'est ce qu'on voit dans ce reportage. Et donc là, c'est la même idée. Vous n'êtes pas obligé d'être expert en santé, par exemple. Vous n'êtes pas obligé d'être expert du public concerné pour utiliser cette méthode. Et justement, c'est intéressant d'avoir une équipe qui va être un peu diversifiée pour utiliser cette méthode. Et pour aller plus loin, donc là c'est la fin de l'exemple et normalement avec cet exemple vous comprenez un peu le principe qui sous-tend le design thinking et le cœur c'est vraiment la triple flèche que vous voyez, c'est-à-dire d'avoir une idée, de la tester par un prototype, puis de retourner à l'idée, d'améliorer le prototype, etc., jusqu'à ce que on ait quelque chose qui fonctionne vraiment et qu'on puisse sortir alors soit un objet commercial dans leur cas, mais ça peut être un projet, ça peut être une action, une communication, enfin voilà, ça peut marcher avec beaucoup de choses. Donc ça, c'est la première chose qu'on est allé voir et chercher, le design thinking, pour nous aider un peu à renouveler nos méthodes. Et la deuxième chose, et c'est la diapo d'après, et c'est pour ça que je disais, c'est aussi un état d'esprit. Pardon, Hélène? En passant sur la diapo d'après, enfin moi vraiment l'exemple et qu'on va retrouver là justement dans cette diapo, c'est qu'il faut vraiment faire confiance finalement pour être dans cette démarche-là parce que on ne sait pas vraiment ce à quoi on va aboutir et il faut faire confiance finalement au groupe et en la production qu'il va produire par cette phase notamment d'idéation. En tout cas, moi, c'est vraiment par votre exemple ce premier mot qui m'est venu en tête et je le vois qu'on retrouve également sur cette diapo. Exactement. J'aurais envie de dire, ce qui est intéressant avec le design thinking, c'est de pouvoir faire confiance à la méthode. Donc d'avoir une vraie méthode donc qui s'apprend et qui se perfectionne. C'est l'avantage d'une méthode à laquelle on peut faire confiance. Et la deuxième, c'est plutôt ce qui est issu de l'intelligence collective. Là, c'est faire confiance au groupe et aux capacités des personnes. Et donc, si on a un doute dans la méthode, on peut toujours la travailler, la perfectionner et on a plus confiance. Si on a un doute dans les capacités des personnes, donc nous, en l'occurrence, le travers qu'on avait parfois, c'est de dire les jeunes,
ils n'ont pas l'expertise, ils connaissent pas bien et tout, donc on peut leur faire confiance mais avec des limites. Et ben c'est d'appliquer les principes de l'intelligence collective. Alors sans aller dans la théorie, mais en gros l'intelligence collective, c'est que le nombre et la masse est plus intelligente que la somme des individualités. Voilà, pour faire simple, c'est ça. Sauf que ça marche pas n'importe comment. Pour que la masse soit intelligente, en tout cas que le nombre, qu'un groupe soit intelligent, il faut un certain nombre de règles. Et donc c'est ce que vous voyez là, c'est-à-dire que le groupe puisse échanger, puisse être bienveillant les uns avec les autres, avoir un cadre qui les conforte, qui puisse s'écouter avec attention, qui puisse partager des intentions. Et si on respecte ce cadre et ces quelques principes, on arrive à des solutions complexes issues du groupe qui sont bien meilleures que la somme de toutes les capacités individuelles des gens qui composent le groupe. Et donc, on a les deux aspects. C'est-à-dire que si on a du mal à faire confiance au groupe, on travaille un peu plus en intelligence collective et du coup, on arrive à avoir un groupe qui sort des idées qui sont meilleures et qu'on n'aurait jamais eu, même en mettant toutes les personnes à travailler parallèlement. Et on peut faire confiance donc à la méthode, le design thinking. Et quand on combine les deux, c'est là qu'on arrive à des projets qui n'auraient pas existé avant. Et il y a un exemple assez fort de ça, c'est la diapo d'après. Si vous voulez y aller. Si je vais trop vite ou s'il y a des choses qui sont pas claires, faut pas hésiter, soit dans le chat, soit à m'interrompre. Mais donc là, la diapo d'après, pareil, je vais passer assez vite là-dessus. J'ai mis un lien et il sera dans le PDF et Hélène pourra vous le donner aussi. C'est l'exemple du Marshmallow Challenge, donc le chamallow. Le challenge chamallow, qui est un challenge qui existe, qu'on a nous testé. On a organisé en 2018 un escape camp, donc on a un camp d'été, si vous voulez, avec des jeunes, notamment étudiants, etc. On a fait une communication et on a dit allez, on va créer cette émulsion, ce moment d'idéation, etc. Et on a commencé par le Marshmallow Challenge, qui est une façon aussi de se mettre en confiance et de voir comment les groupes peuvent fonctionner, et qui est un bon exemple comment l'intelligence collective peut fonctionner. Je vous l'explique très 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 basiquement. Le Marshmallow Challenge, vous pourrez le tester vous. C'est un challenge qui consiste à donner des spaghettis crus à un groupe, 1 mètre de ruban adhésif, 1 mètre de ficelle et un chamallow. Et le challenge en 17 minutes, si je me trompe pas, 17 ou 18 minutes, pas une de plus, c'est de faire tenir le chamallow en équilibre le plus haut possible. Et en fait, alors je vous explique pas tout ce qui se passe parce que ce qui serait super intéressant, c'est que vous le testiez en groupe, mais c'est de voir que ça a été testé des dizaines et des dizaines et des dizaines de fois. Et c'est pour ça que je vous ai mis la petite image des enfants, c'est-à-dire que ceux qui réussissent le mieux, en général, le Marshmallow Challenge, sont les enfants, et notamment les enfants de maternelle, donc des tout petits enfants. Et la raison derrière ça, c'est que les enfants n'ont pas peur de cette phase de prototypage où ils essayent, ils tentent, ils s'accordent le droit à l'erreur et ils retentent, ils en discutent entre eux. Et il n'y a pas de jeu de pouvoir, il n'y a pas un leader qui prend toute la parole. Enfin, ça arrive chez les enfants, mais beaucoup moins que chez les adultes. Et en général, ils arrivent aux designs les plus créatifs et qui marchent le mieux. Donc c'est juste un petit exemple, c'est presque un jeu que vous pouvez tenter entre vous. J'ai un petit doute, j'ai l'impression qu'on a perdu Hélène, ou alors je vous vois plus. Non, je suis toujours là. Ah non, vous êtes là. Est-ce que vous voulez passer à l'image d'après? Il n'y a pas de problème. Voilà. Et ça, l'idée, c'était pour nous de faire un pas de côté. Et donc, du coup, une fois qu'on a eu fait ça, on a créé en fait un format, le format Jeunes engagés en santé, puisqu'on s'est rendu compte que tous ces jeunes qui gravitaient autour de nous, qui venaient en disant est-ce que vous pouvez nous aider à faire un projet en santé et tout ça, et souvent on prenait un peu leur projet avec des bonnes intentions, mais on prenait leur projet et on essayait de le faire à notre sauce. On s'est dit on va leur laisser, donc on a créé cette émulsion, et puis on s'est dit voilà, on a créé un poste chez nous, une chargée de projet qui s'occupe de développer ce programme-là, de soutenir, et on a créé plusieurs formats. Donc l'Escape Camp, on l'a reproduit l'année d'après, donc en 2018, puis en 2019. Malheureusement 2020 avec le confinement, tout ça, bon, je sais pas, mais en tout cas on l'a reproduit l'année d'après. Et on a fait des soirées pour les jeunes engagés en santé. On a créé aussi, on s'est lancé dans
dans l'expérience hackathon, donc c'est-à-dire des moments créatifs comme ça où on regroupe des jeunes. Donc on a fait ça en partenariat avec plusieurs écoles, plusieurs universités. Il y avait des étudiants de la Sorbonne, de Paris Descartes, de l'école Epitech, de l'école 42. Donc des étudiants ingénieurs en pharma, en médecine, certains en lien avec la santé, d'autres pas. Et c'est un moment où ils se retrouvent sur un jour, sur 2 jours, et ils essayent de faire sortir des projets. Et l'idée, c'était vraiment d'appliquer ces méthodes et de se dire et de leur véhiculer ça, de dire allez-y comme ça. Donc passer par cette étape d'empathie, observer le terrain sur des sujets que vous connaissez pas, c'est pas grave, et passer par cette étape d'idéation, etc. Et qu'est-ce qu'il en émerge? Alors chez nous et chez eux, et c'est des exemples que je veux vous donner. Alors je fais juste une petite pause. Avant de passer aux exemples très concrets de ce qui a émergé de tout ça, nous c'est ce qu'on a créé, les formats pour faire vivre ça. Pour pouvoir travailler en intelligence collective, pour pouvoir appliquer ces méthodes de design thinking dans notre équipe et avec l'ensemble des jeunes qu'on a pu rencontrer au fur et à mesure. Avant de passer aux exemples concrets, voilà, je fais une petite pause. Hélène, l'ensemble des participants, des participantes, voilà. Est-ce qu'il y a des questions, des réactions avant que je continue? Donc pour les questions, vous pouvez les poser directement dans le chat si vous souhaitez. Ou alors, vous pouvez lever la main en haut de votre écran et on vous ouvrira le micro avec plaisir. Donc, n'hésitez pas. Ah, on a un participant qui lève la main. Je vais ouvrir son micro. On vous écoute. Elliot, c'est ça? Alors, une fois que vous avez la main en haut de votre écran, vous avez un petit micro en fait que vous pouvez activer pour prendre la parole. Ah. Bonjour. Bonjour. Oui, j'avais une petite question. Vous pouvez vous présenter peut-être avant de poser votre question? Oui, pardon. Oui, je m'appelle Elliot Bujanda. Alors, actuellement, je travaille sur un projet de start-up dans le domaine de la neuropsychologie à destination des maisons de retraite. Et j'ai une petite question par rapport à votre accompagnement. Vous le faites uniquement dans la région Île-de-France? Alors pour l'instant, oui, parce que c'est notre territoire d'action principal. Après, voilà, on ferme pas de porte, pardon, parce que c'est quelque chose d'assez émergent. Donc s'il y a des demandes et qu'on a la possibilité de le faire, notamment tout ce qui est en distanciel, c'est-à-dire qu'après s'il faut être présent sur le terrain, etc., c'est un peu compliqué. Voilà, mais tout ce qui est distanciel, on peut aussi mettre en tout cas certains services à disposition. Voilà. C'est notamment, enfin voilà, en plus aujourd'hui avec le confinement qu'on vient de vivre, etc., on développe aussi des formats où on permet aux personnes de se rencontrer. Un des exemples que je vais vous montrer après, mais c'est on essaye aussi que les personnes qui portent des projets se rencontrent physiquement. Aujourd'hui, il y a des barrières à ça, donc créer des formats où ils se rencontreront via Zoom, Meet, enfin voilà, des logiciels de visio. Donc peut-être que c'est quelque chose en développement justement. D'accord. Et justement, pour compléter la question de Elliot, en fait, est-ce que Jean-Baptiste, vous avez été formé justement en design thinking? Comment on fait si demain on veut mettre en place cette méthode dans sa start-up, dans son entreprise, dans son projet de prévention? Comment on peut s'y prendre concrètement? Alors, en partie formé. En partie formé par le terrain et en partie formé à la base. On a rencontré plusieurs acteurs de l'ESS, de l'économie sociale et solidaire, notamment un acteur qui nous a pas mal aidé qui s'appelle Make Sense. Je ne sais pas si vous connaissez. Voilà, Make Sense, qui nous a un petit peu formé à un certain nombre de méthodes, qui nous ont en fait, et c'est le principe de leur formation, qui nous ont invités, et moi je l'ai fait notamment, à participer à quelques ateliers. Donc un Marshmallow Challenge justement, j'ai oublié le format, bon c'est pas grave, j'ai plus le nom, mais des moments comme ça, des journées ou des demi-journées. Et puis après c'est aussi de l'auto-formation en se documentant et en l'expérimentant tout simplement, c'est-à-dire que quand on a voulu par exemple faire notre premier hackathon, on est allé voir comment les gens faisaient des hackathons. Moi j'ai collaboré avec un
un groupement qui s'appelle Enactus, qui propose en fait des accompagnements aux étudiants, notamment à des étudiants en école de commerce, des choses comme ça, pour monter des projets. Et puis du coup, en participant, et puis après, on a créé le nôtre, et puis c'est en forgeant qu'on devient forgeron. J'apprends à personne, mais voilà, je pense que j'ai encore des choses à apprendre. Je pense qu'il y a des gens qui sont certainement plus calés que moi dans ces méthodes, mais en tout cas, nous, on l'a mis en place et on le fait au jour le jour. Donc, ça nous a permis aussi d'acquérir ces compétences-là assez vite. Donc, moi et quelques personnes dans mon équipe qui travaillent sur ces sujets-là. Finalement, c'est du test and learn. C'est ça. C'est ça. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions, remarques, interrogations avant que je passe aux exemples? Alors, il n'y a pas de questions dans le chat en tout cas, mais si quelqu'un d'autre souhaite prendre la parole, n'hésitez pas. La meilleure des inventions, oui. Le test and learn, ça marche très bien. Eh ben, je vous laisse continuer du coup, Jean-Baptiste. Il nous reste une vingtaine de minutes. Très bien. Alors, Voilà. du coup, en plus, je pense que les exemples vont peut-être donner de la matière aussi, donc on peut utiliser la diapo d'après. Ce qui va me permettre de vous montrer un peu ce qui s'est passé. Donc, la première chose qu'on a fait pour soutenir un peu cette démarche, c'est créer la couveuse du CRIPS. C'était pas quelque chose de facile à faire émerger, c'est-à-dire qu'au début on s'est dit voilà, il y a des startups, il y a des étudiants à qui on fait pas confiance, qui ont des idées, qui ont envie de créer des assos, mais c'est compliqué de créer une asso, donc ils viennent nous voir, mais on fait pas forcément les bonnes choses. Donc on va créer un incubateur, mais en fait un incubateur c'est compliqué à créer, et puis ça demande, en tout cas ceux parmi vous qui sont dans la démarche startup par exemple, vous connaissez certainement, ça demande d'avoir un business plan, ça demande d'avoir des partenaires, ça demande d'avoir une équipe, ou en tout cas une idée d'équipe. Ça demande un certain nombre de choses. C'est pas toujours simple quand on a 18 ans, 20 ans, voire moins, voire 17, 16. La couveuse, c'est un peu l'étape d'avant. Et donc il y a une union nationale des couveuses qui nous a un petit peu aidé aussi à monter cette couveuse. L'idée, c'est de proposer un espace, une couveuse en santé. En plus, ça n'existait pas. Pour toutes les personnes qui ont des idées en santé, donc notre cible prioritaire, c'est les 18-25 ans, mais c'est fermé à personne. Donc quelqu'un d'un peu plus jeune peut intégrer la couveuse, quelqu'un d'un peu plus vieux aussi. Aujourd'hui, nos couvées, en tout cas la promotion actuelle, c'est des promotions de 6 mois. Ils ont entre 18-19 pour la plus jeune et un peu plus de 35 ans, 35-36 pour la plus âgée, mais voilà, ça peut être un peu plus large aussi. L'idée, c'est d'avoir un espace comme ça où ils se retrouvent, où ils échangent, et ce qui est très important, c'est eux qui sont maîtres de leur calendrier, de leurs échanges, des ateliers, c'est-à-dire que au lieu de faire des ateliers où on les accompagne, nous on encadre la couveuse, on répond à leurs demandes quand ils en ont, mais c'est eux qui proposent des ateliers. Donc un porteur de projet va proposer, par exemple, on a une porteuse de projet qui développe un projet bien-être autour de la pratique du yoga, par exemple. Et ben elle a proposé un atelier yoga aux participants. On a quelqu'un qui travaille sur un matériel très technique de prévention solaire, des coups de soleil notamment, et il a proposé un atelier pour réfléchir autour de la question, qui l'a lui alimenté, qui l'a aidé dans son projet, mais qui a aussi permis aux autres de s'intéresser à cette démarche. Il y en a d'autres qui viennent dans la couveuse sans projet, et l'idée c'est de se raccrocher à un projet, parce qu'ils ont envie de s'engager mais ils savent pas sur quoi. Donc l'idée de la couveuse c'était ça. Donc nous de notre côté, c'est d'avoir un espace pour que ces choses-là émergent. Et c'est, je pense, une des meilleures choses, en tout cas, qu'on a pu mettre en place jusqu'à maintenant, qui permet ça. C'est-à-dire vraiment cet espace de rencontre, d'échange, de soutien. Et donc, en promotion de 6 mois. Et après, je vous ai mis de l'autre côté un exemple qui est allé très très loin. Donc c'est Speech, puisque c'est en exemple très concret ce que ça a pu donner d'accompagner des étudiants dans leur démarche. Speech, donc le Speechbot, pour faire très simple, et puis vous pourrez aller le tester sur Internet si vous voulez, sur Facebook Messenger notamment. C'est un chatbot de prévention, donc un robot conversationnel sur messagerie qui répond à vos questions sur la sexualité.
et notamment aux questions des adolescents, etc. Au départ, c'était la rencontre d'étudiants en design qui nous ont sollicité en disant nous, on voudrait faire un truc autour de la sexualité, etc. D'étudiants plus ingénieurs, notamment des étudiants de l'école 42. C'est plus du tout l'équipe aujourd'hui, ils ont changé, il y en a qui sont partis, d'autres qui sont revenus, etc. Mais au départ, c'était ça. Ils nous ont sollicité en disant on n'y connaît pas grand-chose en sexualité, on a besoin d'un expert comme vous. Et au moment où on les a rencontrés, on commençait à rentrer dans ces démarches. On a dit merci de nous solliciter, mais attention, on va pas faire l'erreur ce coup-ci. Et ça va rester votre idée. Et on va vous aider à développer vos connaissances, etc. On va vous permettre d'accéder à des formations si vous le souhaitez. On va faire connaître, en fait, on va faire connaître à nos partenaires, donc à la région, votre démarche. On va vous faire connaître auprès de différents partenaires au niveau de l'éducation nationale, etc. On va vous faire connaître des appels à projets qu'on repère et qui semblent intéressants pour lesquels vous puissiez répondre. Et petit à petit, ils se sont constitués. Au début, ils savaient pas trop où ils allaient. Ils ont créé une association qui s'appelle donc Speech Association. Donc derrière le SpeechBot, il y a une association. Aujourd'hui, ils sont hyper actifs. L'équipe s'agrandit, ils continuent à développer. Il y a des enjeux autour de l'intelligence artificielle, donc c'est compliqué, ça prend un peu de temps, mais il existe. Et ils ont même gagné un appel à projet. Donc ils ont un business plan qui fonctionne, c'est-à-dire que petit à petit, ils ont réussi à obtenir des sous pour continuer à développer leur projet. Et aujourd'hui, en fait, en tout cas, au moins pour 2 des personnes de Speech Association, ça va devenir leur métier. C'est-à-dire que leur business model, c'est devenu de développer Speech de manière gratuite d'un côté, et puis tous les savoirs qu'ils ont développés là, toutes les compétences qu'ils ont acquis là, ils vont les vendre entre guillemets pour des robots conversationnels sur d'autres sujets, pour des gens qui auraient envie de ça. Et donc ça va aussi devenir leur métier. Et donc voilà, on est très fiers d'avoir pu les accompagner et de continuer à les accompagner. Et maintenant, c'est un partenaire à part entière. C'est plus du tout des couvées ou des étudiants. Ils sont plus étudiants d'ailleurs. Aucun d'entre eux et d'entre elles. Voilà, donc ça c'était un exemple de à quel point cette démarche et voilà, je suis allé très très vite dans l'exemple, mais nous ce qu'on leur a permis par exemple qu'ils n'avaient pas par rapport à leur demande d'expertise en sexualité et tout, c'est d'accéder au terrain, donc d'aller voir des jeunes sur nos terrains d'intervention nous, donc en lycée, faire des focus group, etc. que nous on a organisé et comme ça eux ils ont pu cette démarche d'empathie, vous vous souvenez dans le design thinking, c'est-à-dire qu'ils ont pu se fondre dans les groupes, voir un peu de quoi parlaient les jeunes, comment ils en parlaient, quels étaient leurs questionnements, et donc du coup instruire leur robot conversationnel comme ça et faire que Speech soit aussi pertinent qu'il puisse l'être aujourd'hui. Et puis évidemment, ils continuent à le développer et on continuera à leur permettre d'accéder au terrain si on le peut, etc., etc. Voilà, ça c'était un exemple. Je voulais vous donner un autre exemple et puis après ça va peut-être amener quelques réactions. Hélène, vous pouvez passer la diapo d'après. L'autre exemple, vous avez vu peut-être, vous vous souvenez dans la vidéo d'introduction de tout à l'heure, qu'au CRIPS, on accompagne depuis la rentrée 2018 les étudiants en service sanitaire, donc des étudiants qui, c'est un nouveau dispositif de la rentrée 2018, c'est un peu l'équivalent d'un service civique mais en santé, pour les étudiants en santé. Et donc nous, on a un partenariat notamment avec les étudiants de la Sorbonne, de troisième année de médecine de la Sorbonne. Et moi, à un moment, j'ai pris un groupe d'une dizaine, quinzaine d'étudiants, je me souviens plus combien ils étaient le premier groupe. Et j'aurais dit voilà, on va expérimenter la méthode de A à Z ensemble. Voilà, sur la promotion de 400. J'ai dit à un groupe de 10-15 volontaires, hein, évidemment, j'aurais dit on expérimente la méthode. Et c'est eux qu'on cherchait et ils sont allés en fait, ils ont fait la même chose. Ils sont retournés dans leur fac et ils ont posé la question, même si eux-mêmes étaient étudiants en médecine et ils pensaient savoir, ils disaient il faut agir là-dessus. Non, ils sont allés dans leur fac, ils ont fait cette phase d'observation, c'est quoi les problèmes, etc. Et ils sont revenus en disant en fait le souci, nous on a envie de parler de grippe parce qu'en fait nous on est des futurs soignants et on s'est rendu compte que les soignants sont pas vaccinés grippe alors qu'on fait la promotion du vaccin grippe, le vaccin antigrippal. Et je dis vous êtes gentil, mais au CRIPS nous on n'y connaît rien à la grippe, c'est pas trop notre sujet. La vaccination HPV, hépatite B, qui sont des virus liés à la sexualité, on connaît, mais à la grippe on n'y connaît rien. Et j'ai dit c'est pas grave, ok, on continue, on expérimente la méthode, et ils ont continué, etc., etc. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que d'un groupe qui travaillait là-dessus, il y a eu 3 groupes qui ont travaillé là-dessus.
qui ont développé le projet, qui ont créé l'affiche que vous voyez à l'image, de communication donc là-dessus. Et on est allé jusqu'à la conception d'un projet, enfin ils sont allés avec mon soutien, mais ils y sont allés jusqu'à la conception d'un projet. Donc au bout du 3e groupe, donc ils se sont suivis en fait dans la méthode. Donc en plus c'était pas les mêmes étudiants à chaque fois, c'était assez intéressant. Et le projet a été proposé à Sanofi Pasteur, qui est un des labos qui a un vaccin grippe, qui a accepté de financer le projet d'une expérimentation de la vaccination, enfin en tout cas du soutien de la vaccination en pharmacie, en officine, avec l'intervention de ses étudiants. Et donc le projet a été mis en place, a existé sur la dernière campagne vaccinale, donc la campagne vaccinale de l'hiver 2019. Oui, c'est ça, l'hiver 2019. Et on a pu le mettre en place. Donc, ce qui est intéressant, c'est que d'une idée comme ça, et en allant chercher et en allant observer quelque chose que moi j'aurais pas pu imaginer quand ils sont venus me voir en disant oui, on a des idées. Au début ils voulaient aller voir les médecins, ils voulaient parler de la grippe à tout prix. Moi j'étais pas convaincu que la grippe c'était vraiment important, donc j'aurais peut-être rejeté, sans appliquer cette méthode, j'aurais peut-être rejeté leur idée, même en leur donnant du crédit, mais voilà, comme ça. Et puis ils voulaient aller voir les médecins, mais ils se sont rendus compte que c'était compliqué en étant eux-mêmes étudiants de parler à des médecins parce qu'il y a cette question de hiérarchie, etc. Puis après ils se sont dit mais comment on peut agir? Et donc l'idée c'est de faire de la promotion du vaccin auprès des personnes qui en ont le plus besoin. Donc même de parler aux étudiants, ils ont continué en se disant ok c'est bien de faire ça, mais comment on va nous se convaincre qu'il faut être vacciné? C'est en allant en parler aux gens. Et ils se sont retrouvés en officine, dans les pharmacies, dans plusieurs pharmacies parisiennes qui ont accepté de faire le projet avec nous, à faire la promotion, avec des résultats mitigés selon les pharmacies, mais au moins le projet a existé. Et c'est un bon exemple, je pense, d'une démarche qui est allée au bout, qui a convaincu un financeur et qui aujourd'hui intéresse l'ARS, donc l'Agence régionale de santé, qui dit tiens, on n'avait pas pensé à ça. Et aujourd'hui, on est toujours l'ARS s'occupe beaucoup du coronavirus en ce moment, donc les discussions ont un peu été stoppées en mars. Vous imaginez pourquoi. Mais en tout cas, s'intéresse à ça et on discute de ça avec eux. Et peut-être que la prochaine promotion qu'on accueille à la rentrée de septembre pour les étudiants en service sanitaire continuera à travailler là-dessus. En tout cas, moi, je le souhaite. Voilà, donc c'est 2 exemples un peu différents. Oui. Alors justement, Hélène, allez-y, oui, je vous en prie. Oui, Jean-Baptiste, ce sont des exemples très concrets. D'ailleurs, on a Anaïs qui nous dit dans le chat, mais c'est très intéressant. On peut imaginer cette utilisation pour plein d'autres publics. Vous avez parlé notamment, si je reprends sur la phase d'empathie ou d'immersion, d'outils comme par exemple les focus group pour aller rechercher les besoins. Est-ce que vous auriez d'autres exemples pour imaginer un petit peu aux participants qui connaissent pas très bien cette méthode, en fonction des différentes parties finalement, quels outils on peut utiliser, qu'est-ce qui caractérise le design thinking? Je pense notamment sur les phases de définition. On sait que parfois on peut créer des personas, des cartes d'empathie. Est-ce que c'est des choses que vous utilisez? Comment ça se passe les phases de prototypage? Est-ce que vous faites des Lego, vous allez découper des choses dans les magazines, ou c'est pas du tout comme ça? Comment, de manière très concrète, vous rendez vivante en fait cette méthode? Parce qu'on voit que ça a des résultats très intéressants, mais finalement, comment on arrive jusque-là? Alors, il y a certaines méthodes qu'on n'utilise pas trop, mais la simple et bonne raison, c'est que la plupart du temps, nous, on crée plutôt des projets, alors soit de la communication, soit des actions directes. Donc, comme on crée pas un objet, tout ce qui est construction en Lego, en découpage, etc., qui est très intéressant et utile, on le fait assez peu. Ça nous arrive, mais on le fait assez peu, mais c'est des choses qui existent. Nous, on utilise beaucoup donc l'immersion, des focus group, des choses comme ça. C'est-à-dire que ce qu'on peut faire notamment, et ce qu'on fait assez souvent, c'est ouvrir les portes. On a un terrain où on rencontre des jeunes, donc nos publics très souvent. On ouvre les portes pour que lors des animations, etc., il y a des gens qui viennent voir et qui puissent s'imprégner un peu de ça. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait assez souvent. On se met dans la peau d'eux, donc on leur pose aussi beaucoup la question où est-ce que vous allez, où est-ce que vous prenez leurs informations. Donc on va se balader sur YouTube, sur Snapchat, sur TikTok. On se perd un peu, sur ces réseaux, sur Instagram, pour voir un peu comment ils se renseignent en santé, puisque nous, notre sujet, c'est la santé. Où est-ce qu'ils vont chercher, qui les influence, etc. De quoi ils parlent, comment ils posent leurs questions, des choses comme ça. Et pour le prototypage,
Ça passe souvent, par exemple, les étudiants là sur l'exemple GRIP, ça passe souvent le truc qui vient le plus facilement euh, pour la plupart des gens, c'est des quiz ou des questionnaires. Même si nous on sait que c'est peut-être pas le truc idéal, ça peut être parfois vu comme un peu invasif, etc. Ils y vont, ils tentent un petit quiz, ils posent 2-3 questions, etc. Et et ils vont le tester sur le terrain, ils posent 2-3 questions, ils voient comment les gens réagissent. Et en général, on leur dit bien, mettez-vous à plusieurs, c'est-à-dire un qui pose les questions et un qui regarde ce qui se passe pendant que l'autre pose les questions. L'idée étant autant de tester les questions ou de tester l'objet si c'était un objet que de voir comment les gens réagissent au fait qu'on leur demande de tester. Donc il y a ces choses-là qu'on utilise assez souvent et donc c'est beaucoup sur le terrain, que ça soit dans l'espace public ou dans les établissements scolaires par exemple. Et l'avantage qu'on a, c'est qu'en général les gens sont plutôt, et donc en l'occurrence les jeunes qui sont nos publics, sont plutôt réceptifs. C'est-à-dire que quand on leur dit ah vous voulez tester un truc, en général c'est oui. C'est très rarement non et donc du coup on peut tester des choses et on peut le faire assez facilement. Donc ça, c'est les choses qu'on utilise le plus souvent. Je cherche s'il y a d'autres choses qu'on fait, mais voilà, vraiment c'est ça la plupart du temps. Dans l'exemple de speech, alors nous on n'a pas du tout les compétences techniques pour, mais c'était de coder un petit robot conversationnel qui sait répondre à quelques questions et de le lancer en fait, le rendre disponible directement. D'en faire un peu la promotion, de dire aux gens téléchargez-le et puis après eux derrière ils reçoivent de la data, etc., ce qui leur permet de savoir un peu quelles sont les questions posées au robot, comment les gens interagissent, où est-ce qu'il y a des bugs, etc. Donc c'est comme ça aussi qu'on peut tester un prototype technique par exemple. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, tout à fait. Oui. Merci beaucoup, Jean-Baptiste. Alors, pour l'instant, il n'y a toujours pas de questions dans le chat. Donc, il nous reste quelques minutes avant de conclure ce webinaire. Ça passe très, très vite. Oui. Justement, qu'est-ce que vous pourriez nous dire, Jean-Baptiste, justement, les écueils à éviter? Quels sont les freins auxquels vous êtes confrontés? Vous avez déjà abordé quelques pistes. Et puis aussi, pour toutes les personnes qui peut-être découvrent le design thinking aujourd'hui, voilà, qu'est-ce que vous leur conseillez pour s'organiser autour de ça et sur quels leviers peuvent-elles s'appuyer? Alors, je vais parler des freins parce que c'est vrai que j'ai pas spécifiquement parlé de ça, mais le frein et puis je viens de voir une question dans le chat et je vais y répondre en même temps sur la gouvernance. Est-ce qu'elle s'investit dans cette démarche? Et ben c'est justement ça le frein. Alors pas que la gouvernance. Un des freins, c'est que faut pas croire parce que c'est une méthode créative éprouvée qui fonctionne que les gens vont être convaincus comme ça. Et moi et d'autres, mais bon là je parle de mon expérience personnelle, j'ai été confronté à des personnes parmi mes collègues, dans mon équipe, parmi la gouvernance, qui n'étaient pas du tout convaincus, qui étaient là en disant bon vous êtes bien gentil, mais ce qu'on fait c'est déjà bien, donc faisons ce qu'on fait bien et puis ces trucs-là on verra plus tard. Faut pas penser qu'on va être beaucoup plus créatif, c'est-à-dire que un des freins ça va être de dire si il faut qu'on l'utilise parce qu'en fait avant on n'était pas créatif et là on va le devenir. Non, c'est pas une méthode magique. Par contre, ça va permettre d'être innovant. On peut être créatif sans être innovant. Et d'être innovant, c'est-à-dire d'aller chercher des méthodes ou des objets ou des façons de faire qu'on n'a pas eu l'idée de faire avant ou des nouvelles façons d'aborder un problème. Et c'est ça qu'on a particulièrement gagné et c'est là où on peut réinvestir, donc un vrai levier qu'on peut utiliser pour réinvestir notamment la gouvernance. Faut savoir en plus que nous, on a un statut un peu particulier au CRIPS puisqu'on est une association, organisme associé à la région Île-de-France. Donc par exemple, le président de notre association est un conseiller régional, donc un homme politique de la région Île-de-France. Ils aiment pas trop ce qui sort un peu de l'ordinaire. Alors on a un président qui est très soutenant maintenant, mais au début, voilà, c'est un peu compliqué. Et si on lui dit ouais, c'était pas bien ce qu'on faisait avant et là on va faire mieux, on va se planter, c'est sûr, parce que déjà parfois on fait pas mieux. Tout simplement, et puis c'est pas la bonne chose. Par contre, si on dit voilà, on va être innovant, on va aller sur des territoires, on va aborder le problème autrement, et donc pour faire simple en fait, nous il y a un public qu'on touche et auprès duquel on a des actions qui sont
pertinentes, public jeune, des actions en santé, etc. Mais il y en a certains qu'on touche jamais, ou il y en a certains qu'on a du mal à atteindre. Et en fait, voir les choses autrement et développer cette autre méthode, ça nous permet d'accéder, de répondre à certaines problématiques qu'on n'arrivait pas à gérer avant, et notamment la problématique de tous ces jeunes qui viennent nous voir avec plein de projets qui tombent à l'eau ou qui donnent pas grand-chose, alors que c'est eux qui connaissent le mieux le terrain. Donc ça, c'est l'autre levier sur lequel on peut s'appuyer, c'est que les publics qu'on va voir, donc peu importe qui sont vos publics, les personnes envers qui vous destinez ce qui va être créé, ils ont la connaissance de leurs besoins et en appliquant cette méthode, vous allez les mettre de votre côté, vous allez les intégrer dans la démarche et vous allez déjà avoir un premier. Alors, si c'est un produit qui va être vendu après, bah, vous allez avoir des premiers clients déjà conquis qui vont faire connaître. Si c'est pas un produit, si c'est un projet, vous allez avoir des premiers soutiens, des premiers promoteurs de projets. Voilà. Donc, un autre levier qu'on utilise, c'est ça, c'est qu'en utilisant cette méthode, on a un premier cercle d'adeptes entre guillemets. Alors adeptes, non, ça fait gourou, c'est pas le bon mot, mais de convaincus parce que on s'est appuyé sur eux. Donc j'espère que l'un dans l'autre, je réponds à la fois à la question de la gouvernance et à la question à votre question Hélène. Mais en tout cas voilà, c'est pas magique et la gouvernance c'est pas investi tout de suite. Mais par contre, elle a été soutenante parce qu'elle a vu que ça pouvait mener des choses très positives. Et aujourd'hui, on est fiers de parler de la couveuse, on est fiers de parler du projet autour du service sanitaire, et notamment de ce projet GRIP qui a été financé. Et vous savez, quand vous avez un financeur, alors c'est encore expérience personnelle, mais quand vous avez un financeur, la région Île-de-France, qui finance des projets parfois qui marchent bien et parfois non, et là vous leur dites non, on a trouvé un autre financeur, vous allez rien payer, mais au final il y a quand même le logo de la région Île-de-France qui soutient ce projet-là. Et aujourd'hui, ils peuvent se targuer d'avoir un impact sur le service sanitaire grâce au CRIPS qu'ils ont soutenu, et notamment sur la vaccination grippe, etc. Alors que c'était pas du tout un champ sur lequel ils allaient, et ça leur a pas coûté. Donc justement, voilà. il y a Anaïs qui dans le chat nous pose la question justement des financeurs. Est-ce qu'il y a des critères, des indicateurs d'évaluation peut-être un peu plus spécifiques qu'on peut mettre en avant pour être crédible auprès des financeurs et partenaires qui peut-être ne sont pas non plus habitués à ces types de démarches? Est-ce que d'un point de vue extérieur, il y a eu des freins aussi qui ont été ressentis ou au contraire, au travers des exemples, on sent que ça a été énormément vecteur d'opportunités. Donc peut-être c'est plus vecteur d'opportunités en effet. Alors, il y a des vrais freins parce que l'impact, nous, on développe beaucoup l'évaluation d'impact et c'est difficile à démontrer sur un temps court. Par contre, c'est comme ça aussi qu'on arrive à convaincre les financeurs, c'est en montrant que l'impact peut être très très fort et que ça peut avoir peut y avoir un changement de comportement. Nous, on agit sur le changement de comportement, mais si on utilisait la méthode pour développer un nouvel objet mieux fait, plus vendeur, etc., on pourrait voir en augmentation de chiffre d'affaires ou etc. Mais voilà. Donc ça peut être sur l'impact. Là où c'est compliqué, c'est que ça peut prendre du temps. Et le levier qu'on utilise pour ça, c'est la visibilité. C'est-à-dire qu'en utilisant cette démarche où beaucoup de gens sont impliqués, où c'est l'idée d'un peu tout le monde, puisqu'on a utilisé des méthodes d'intelligence collective, où on a associé les publics destinataires en fait. C'est eux qui créent, etc. Ils en parlent et ils font voir. Et c'est un peu la vidéo finale que vous pourrez voir, mais Juliette, donc juste avant le merci, c'est que Juliette, par exemple, est une couvée de la couveuse du CRIPS qui a été engagée au CRIPS maintenant. Et en fait, Juliette, elle a accepté de répondre à une interview où elle a parlé un peu de son expérience. Et puis aujourd'hui, c'est une salariée du CRIPS. Et ça, quand on dit, alors c'est pareil, je reprends notre exemple, mais quand on dit à notre gouvernance et à nos partenaires, faisons confiance aux jeunes. Juliette, elle a 23 ans, si je dis pas de bêtises. Faisons confiance aux jeunes. On l'a rencontrée, elle avait 21 ans. Elle a été couvée et aujourd'hui elle est salariée du CRIPS, donc elle a les compétences et elle intervient auprès des jeunes, elle mène des projets, elle développe des projets et voilà, c'est quelqu'un que j'estime beaucoup dans notre équipe. Et ben ça c'est très concret pour eux. Alors
pour nous, c'est ça. Ça pourrait être autre chose, mais nous, on travaille beaucoup avec de l'humain. Donc, d'avoir quelqu'un, une étudiante, qui a développé ses compétences, en sachant que c'était pas son champ d'études non plus, puisqu'elle faisait Sciences Po. Donc, c'était pas la santé son domaine d'études, qui s'est investie, qui a voulu s'intéresser aux questions et qu'aujourd'hui est une actrice en santé, qui du coup améliore la santé des autres et œuvre pour ça. Il n'y a pas meilleure démonstration de l'impact. Et le levier qu'on a utilisé pour ça, c'est de faire connaître, faire voir. Donc c'est pour ça que j'ai pris l'exemple de Juliette, parce que quand on a fait cette interview, elle n'était pas salariée du CRIPS et aujourd'hui elle est salariée du CRIPS. Mais c'est de montrer aussi qu'est-ce qu'on fait. Et si vous allez voir sur notre page YouTube, vous verrez qu'on valorise beaucoup le service sanitaire. On fait des vidéos, on montre ce que les jeunes font et c'est eux qui font les vidéos, c'est eux qui crée les vidéos avec l'aide de quelqu'un chez nous qui maîtrise un peu cet outil-là. Et c'est eux qui parlent de ce qu'ils ont envie. Et en général, quand les jeunes parlent de ce qu'ils ont envie, ils parlent de ce qu'ils ont créé. S'ils l'ont créé, ils en sont fiers. S'ils en sont fiers, ils en parlent bien. S'ils en parlent bien, ils arrivent à convaincre les gens à qui on montre ces vidéos, donc les financeurs, donc les partenaires. Et donc, plus ça va, et moins on a de mal à utiliser cette méthode, parce que quand on arrive maintenant, enfin moi quand j'arrive en tout cas face à notre présidence en disant ça on va le faire dans cette méthode-là, etc., on nous dit écoute, vas-y, on te fait confiance et on verra bien ce que ça donnera. Donc la confiance qui revient encore une fois. Jean-Baptiste, il est déjà 18h02. Ouais. Voilà. Ce que je vous propose, c'est éventuellement, si vous voulez, dire un dernier mot en guise de conclusion. Finalement, qu'est-ce qu'il faudrait retenir de cet échange? Je vous laisse quelques instants si vous souhaitez conclure, et puis je terminerai par donner quelques détails avant de clôturer ce webinaire. Alors je vais afficher ça comme ça, déjà de vous dire merci de m'avoir permis de parler de ça, parce qu'en parler ça fait aussi partie de l'intention en tout cas que moi j'ai de faire connaître cette méthode, cette façon de faire, et j'en suis convaincu que c'est une très bonne méthode et un très bon état d'esprit à utiliser pour améliorer les choses d'une manière générale et en santé, en ce qui me concerne en tout cas, en ce qui nous concerne. Après, je vous mets en garde, il n'y a rien de révolutionnaire dans ce que je veux vous dire, c'est innovant, intéressant, ça reste complexe à mettre en place, ça peut prendre du temps pour se faire à la méthode, donc faut pas croire qu'on vous tenez là quelque chose de révolutionnaire, évidemment, mais en tout cas, voilà, ayez une grande confiance dans la méthode, dans les personnes. Commencez petit. Voilà, la dernière chose que je peux dire, c'est commencer petit. Nous, on a commencé petit et on continue petit à petit. Au début, j'avais des grandes ambitions de convaincre tout le monde tout de suite, et en fait, ça marche pas. Ce qui marche, c'est de commencer petit et de montrer petit à petit, par l'action et par la méthode, que ça peut fonctionner et que ça peut nous amener à faire mieux. Voilà, faire mieux. C'est notre ambition et c'est ce que j'espère être la vôtre. Merci beaucoup Jean-Baptiste. Également, c'est une ambition qui est partagée chez nous. C'est pour ça qu'on se lance aussi dans cette approche du design thinking. Donc, pour répondre à une des questions justement qui était posée dans le fil de discussion, cette approche, elle concernera à la fois l'interne et l'externe, en tout cas chez nous pour nos équipes. Et d'ailleurs, nous venons de lancer un groupe de design thinking avec les mutuelles avec lesquelles nous travaillons en prévention promotion de la santé sur le sujet de la santé des actifs. Le prochain rendez-vous est le 10 septembre. Donc, s'il y a des personnes actuellement connectées, n'hésitez pas à reprendre contact avec nous pour participer à ce groupe de design thinking. Autre question que j'ai vu également passer dans le chat. Bien entendu, cette présentation a été enregistrée. On va identifier comment justement pouvoir la mettre en ligne, peut-être sur notre site internet pour les personnes qui souhaiteraient la revisionner. Sinon, dans les derniers messages un peu plus logistiques, puisque je laisse le mot de la fin et la philosophie à Jean-Baptiste, il y a un questionnaire d'évaluation qui va vous être envoyé d'ici quelques minutes. Donc, vous comprendrez bien que nous aussi, c'est un peu du test and learn. C'est notre premier rendez-vous de l'innovation. Donc, on est preneur de vos retours, qu'ils soient sur le fond ou sur la forme, pour nous améliorer sur la prochaine session. Prochaine session qui aura lieu le 15 septembre.
et qui traitera justement des freins de l'innovation et qui sera animé par l'Agence économique régionale de Bourgogne-Franche-Comté. Je vous mets le lien dans le chat et vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire. Sinon, nous vous renverrons les prochains éléments au cours de l'été. Voilà, merci à toutes et à tous pour votre participation. Un grand merci Jean-Baptiste. Et puis, à très bientôt. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup. J'ai vu passer une question. N'hésitez pas à me contacter si vous le souhaitez, soit sur LinkedIn, effectivement, soit par mail si vous avez envie, besoin. Voilà. N'hésitez pas en tout cas. Je vais laisser mon mail au cas où. Oui, vous pouvez le mettre dans le chat. Voilà, je suis en train de l'écrire, mais n'hésitez pas. Et merci beaucoup pour votre accueil et pour ce temps passé ensemble. À très bientôt. Merci. Merci. Au revoir. On peut se déconnecter, Hélène? Oui, vous pouvez. Bon. Ok. L'enregistrement